Bah, oui, on est très blanche. Après, on n'est pas beaucoup moins blanche dans la réalité. Donc, quand même. peut-être un petit peu. Bon. Je sais pas si... Présenter peut-être ouais. Pour les personnes qui ne voient pas la salle, il y a 3 personnes qui sont ici. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors. Ça s'appelle très zoom. Ouais, normal pour. Non, ça va. Alors, pour les personnes en distanciel, on a ici Laura Reuters. Bonsoir. Bonsoir. François Bourgois. Bonsoir. Et Alice Lemon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, désolée, vous ne les verrez pas trop au cours de la conférence. Hop. Et tu veux commencer, Charlotte? Bonsoir tout le monde. Très heureux que vous soyez là. Donc, on a organisé cette petite conférence métier avec Marie, la seconde ambassadrice à MRE. Moi, je suis aussi ambassadrice, je m'appelle Charlotte. Donc voilà, on a voulu faire un petit topo sur la pluralité des métiers responsables ou pas après MRE, à l'époque CFI. Et donc voilà, donc MRE, c'est un master de management responsable des entreprises. Donc ça a pour objectif de travailler par la suite dans les métiers à impact surtout, mais dans tout métier de direction, de gestion au niveau des organisations, pas seulement des entreprises, c'est aussi public, associations, organisations non gouvernementales. Voilà. Du coup, c'est un master qu'on aurait pu aussi appeler management responsable des organisations, puisqu'on est sur tout type d'organisation, pas seulement les entreprises. Et la particularité de notre master, c'est qu'on est le seul master à Sciences Po où on va enseigner les sciences de gestion, mais on va enseigner les sciences de gestion en prenant parti sur la partie du coup responsabilité. Et pour illustrer les métiers de responsabilité auxquels vous pouvez avoir accès après MRE, on a décidé d'inviter des alumni de promo MRE et CFI ou d'autres masters, des alumni de Sciences Po en règle générale qui travaillent dans ces domaines-là. Donc on a tout d'abord avec nous François Bourgois qui est aujourd'hui Head of Sales Operation à Cencrop. Laura Reuters qui est chargée de mission RSE chez API Restauration et Alice Lemon qui est Responsible Sourcing Manager et Natural Ingredient chez Givaudan. Ouais. Okay. Et en distanciel avec nous, on a aussi Élise Bonneau, qui est en reconversion professionnelle, mais qui a travaillé dans la RSE avant, notamment en stratégie développement durable et RSE chez Mélis Julia, et aussi chez Utopies en consulting. Mais également Amélie Welcome, qui est responsable coordination du plan sobriété énergétique au Crédit Mutuel Arkea. Et enfin, Marianne Bousquet, qui est gestionnaire administrative en charge de la partie RSE à l'hôtel de Matignon. Voilà. Donc, la conférence va se dérouler sous la forme suivante. On va d'abord donner la parole à chacun de nos invités un par un, donc une personne en visioconférence, puis une personne en présentiel, afin d'alterner un petit peu le distanciel et le présentiel. Et à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions à chacun des intervenants. Du coup, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce qu'ils disent, si vous avez des questions particulières, etc. Vous pouvez poser des questions générales auxquelles tous les intervenants pourront répondre, ou bien des questions guidées par intervenant. Voilà. Bonne conférence. On donne la parole à Amélie, peut-être. Oui. En priorité, Amélie, si vous voulez bien vous présenter. Parfait. Alors, déjà, je suis ravie d'être là. Hein, ça me fait vraiment plaisir de
retrouver l'école et de voir les étudiants. Je crois que je vais être un peu la doyenne aujourd'hui puisque j'ai 44 ans, donc je suis diplômée de Sciences Po Lille en 2002, à l'époque où c'était encore Bac+4. Donc j'avais fait, donc à l'époque, moi ça s'appelait Ecofi, ma section, économie-finance, hein, donc. Et derrière, suivi par un Master 2 dans une école de commerce, puisque à l'époque, voilà, le diplôme, c'était en 4 ans. Donc, qu'est-ce qui a orienté mon choix? Bah, c'est vrai que j'étais plus attirée par tout ce qui était économie et finance, et c'est notamment pour ça que j'avais choisi Sciences Po Lille à l'époque par rapport à d'autres IEP de province, par rapport à la section qui était offerte. Et donc, pour rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, j'ai eu un parcours essentiellement dans la banque de détail dans un premier temps. C'est vrai que ça s'est fait un peu… C'était un secteur qui m'intéressait parce que la banque, finalement, c'est dans le quotidien des gens et puis il y a plein d'évolutions réglementaires qui fait que c'est toujours en mouvement. Donc, c'est un secteur assez intéressant. Et puis, il y a aussi une part de hasard, c'est-à-dire que j'ai eu un premier stage à la Caisse d'épargne de Flandre, hein, dont le siège était à Roubaix à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, bah, c'est vrai que quand votre CV, après, il commence à être un peu tagué dans un secteur, bah, forcément, c'est plus simple de rentrer dans ce secteur-là. Donc, suite à la fin de mes études, j'ai eu une opportunité de rejoindre la Caisse d'épargne à Besançon. J'avais une volonté déjà quand même de travailler dans le monde mutualiste, dans une banque, oui, mais plutôt dans une banque dont les valeurs s'accordent avec les miennes, donc plutôt l'univers mutualiste. Donc Caisse d'épargne de Besançon. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Crédit Mutuel Arkea, où je fais maintenant carrière depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai eu l'opportunité d'évoluer en interne. Donc au début sur des fonctions plutôt classiques, parce que moi c'était Ecofi, ma spécialité, donc marketing et communication. J'ai été pendant 10 ans responsable de la communication de la filiale d'Asset Management, une banque privée. Et il y a 2 ans, j'ai eu une opportunité, quand j'ai vu sur la Bourse des emplois en interne, j'ai eu un déclic, j'ai vu une offre pour le plan de sobriété énergétique. Et là, je me suis dit, c'est pour moi. Donc, j'ai postulé et puis ma candidature a été retenue. Et donc, désormais, je travaille sur le plan de sobriété énergétique du groupe. Donc, c'est des choses qui touchent à la fois à l'immobilier et également au numérique, puisqu'en tant qu'acteur tertiaire, le numérique, c'est une grande partie de nos consommations. Et moi, je travaille sur ce qu'on va appeler l'empreinte directe de Crédit Mutuel Arkea. C'est-à-dire pas sur les financements, sur tout ce qu'on finance auprès des entreprises, des particuliers, ça c'est mené dans un autre cadre de la RSE, mais vraiment sur la partie exemplarité de notre groupe pour montrer finalement qu'on fait notre part dans les efforts qui sont demandés à l'ensemble des entreprises de la place. Et une petite anecdote qui est importante, c'est vraiment de s'ouvrir sur les options. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'options et j'avais fait notamment une option qui s'appelait développement durable. Donc, c'était en 1999. C'était ma première année à Sciences Po Lille. Et c'est vrai que à l'époque, c'était très original. Aujourd'hui, le développement durable, c'est sans doute quelque chose qui vous paraît très, très bateau et qui sont intégrés à plein de cursus. Mais je vous assure qu'en 1999, des options développement durable, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de cursus en France qui en proposaient. Et c'est toute cette ouverture-là, finalement, à travers les différentes options de Sciences Po Lille, qui permettent plus tard dans son parcours de rebondir là-dessus. Donc voilà un petit peu. Alors après, je ne sais pas si on est nombreux, hein, donc je ne vais peut-être pas vous détailler mon poste actuel. Plus, on pourra y revenir si vous avez des questions. On nous avait demandé également de vous partager un petit peu les apports de Sciences Po Lille dans la carrière. C'est vrai qu'il y a quand même le côté carte de visite qui reste important dans le recrutement. Avoir fait un institut d'études politiques pour les recruteurs, c'est quelque part une garantie de sérieux, de fiabilité et une certaine idée de l'exigence finalement du cursus. C'est une formation qui, pour moi, vous permet aussi d'apprendre à apprendre, qui donne de la méthode, qui donne de la culture générale. Et ça, ce sera précieux parce qu'aujourd'hui, une carrière, c'est plus linéaire. Moi, j'ai été chargée de communication, j'ai été chef de produit. Aujourd'hui, je suis dans un groupe qui favorise énormément la mobilité interne. Donc, on m'a confié là récemment la gestion de l'équipe. Donc, mon périmètre s'est élargi sur tout ce qui est bilan carbone de l'entreprise, sur le reporting extra-financier à travers la CSRD. C'est sûrement des choses dont vous avez entendu parler. Et tout ça, finalement, cette capacité à apprendre, à s'ouvrir et à disposer de bonnes méthodes de travail, ça va vous servir vraiment tout au long de votre carrière.
Voilà, un petit peu, dites-moi si je suis trop longue dans la présentation, n'hésitez pas. Peut-être mes conseils, du coup, c'est vraiment de profiter de l'ouverture que vous donne l'entreprise, de la force aussi du réseau interne, et puis de profiter de la ville, de tous les souvenirs. C'est vraiment, Sciences Po Lille, c'est quelque chose qu'on garde à vie. C'est vraiment un super souvenir. Et par exemple, dans ma carrière, moi, ça m'est arrivé de faire intervenir d'anciens profs que j'ai eu à Sciences Po dans des séminaires managers, dans de l'événementiel que j'ai organisé. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, et ça a fait aussi réfléchir. Moi, j'étais dans la gestion d'actifs, donc on s'est intéressé par exemple à tout ce qui était économie, prévision économique, et là on avait fait intervenir quelqu'un qui nous a plus parlé géopolitique, mais du coup les gérants d'actifs étaient très intéressés par ce nouvel éclairage finalement sur la situation, sur l'économie mondiale et le prisme plus géopolitique. Enfin voilà, c'est vraiment des passerelles. Je me souviens de cours de droit constitutionnel également passionnants, même si je n'ai pas fait carrière là-dedans. Aujourd'hui, ça donne des clés pour mieux comprendre le monde, et en ce moment, par rapport au bouleversement politique, c'est particulièrement intéressant. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir une entreprise qui colle avec vos valeurs. Et ça ne veut pas forcément dire travailler que dans l'économie sociale et solidaire, ça veut aussi dire accompagner la transition finalement de secteurs peut-être plus traditionnels, mais qui sont en transition vers des méthodes plus classiques, enfin vers des méthodes justement plus en rapport avec la RSE, vers toutes ces qui accompagnent cette transition, qui font leur transition, donc des secteurs qui ne sont pas forcément exemplaires à la base, mais que vous pouvez aussi accompagner. Voilà, puis je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup d'intervenants. Merci beaucoup Amélie du coup pour cette intervention, c'était très intéressant. Je vais passer la parole. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer particulièrement? Oui. Laura, tu veux peut-être commencer. Je peux poursuivre. Donc du coup, moi je m'appelle Laura. Donc contrairement à ce qui est écrit, moi je suis. Est-ce qu'on peut considérer que je suis diplômée parce que j'ai pas encore reçu le diplôme, mais ça va venir dans 2 semaines. Donc voilà, de la promotion Gisèle Halimi. J'ai la particularité du coup d'avoir fait la filière franco-allemande, donc avec l'université de Münster. Et effectivement, j'ai fait mon alternance donc chez Happy Restauration, qui est une entreprise de restauration collective basée ici à Mont-Saint-Barreul, et qui est présente du coup en France, pendant sur tout le territoire français, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Donc, dans les raisons qui m'ont orientée en fait vers MRE et puis vers l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, en fait, j'ai vraiment la sensation d'un parcours qui a été assez, comment dire, orienté par un choix à un moment. Alors, ça peut paraître un peu, c'est pas une vocation, mais en fait, j'ai eu la chance de faire un stage à la fin de ma première année pour un label de mode éco-responsable et qui s'appelle Slow We Are. Et en fait, ça a été vraiment pour moi déjà une première approche, on va dire, professionnelle. Et puis surtout et avant tout, vraiment la découverte de valeurs très fortes liées à l'entrepreneuriat et liées aussi à la manière de faire du business de manière différente. J'ai découvert les ODD, j'ai découvert ce qu'était voilà, la RSE. Et en fait, ça a été aussi mon premier contact avec le monde de l'entreprise. Et à partir de là, ça a vraiment marqué profondément la suite en fait, de mon cursus à Sciences Po. Et en fait, voilà, ça a aussi teinté le choix de mes cours par la suite à l'université de Münster, le choix voilà, des sujets pour les mémoires, enfin, les différents mémoires, mémoire d'apprentissage et mémoire de recherche. Et puis ensuite, en fait, quand j'étais du coup en première année, c'est aussi la période de réforme des masters. Donc effectivement, CFI s'est transformé en MRE. Et j'y ai vu un espèce d'alignement des planètes, entre guillemets, entre moi, cette découverte voilà, de ces valeurs très fortes de responsabilité dans l'entrepreneuriat et dans le monde de l'entreprise et l'arrivée des MRE. Et donc, j'ai poursuivi mon parcours en faisant un stage aussi donc obligatoire dans le cadre de l'université de Münster, dans une agence de notation extra-financière qui était locale, une antenne locale, qui était située à Hanovre, qui s'appelle Immigrating et qui a été rachetée par Etifinance. Voilà, donc qui fait aussi de la notation extra-financière voilà, qui a pour ambition de devenir un acteur majeur européen dans le milieu de la notation extra-financière. Là, c'était hyper intéressant. Ça a été une vraie plongée dans
la découverte justement de tous ces critères, la manière dont on se plonge aussi dans, comment dire, tous les rapports de durabilité, pouvoir évaluer les entreprises, les secteurs, identifier aussi les enjeux clés par secteur. Donc pour moi, ça a été l'occasion de bien découvrir ces aspects-là et aussi de me familiariser avec toutes les notions clés en lien avec la responsabilité et puis cette approche de durabilité. Et puis ensuite, après, donc effectivement, il y a eu le retour en troisième année, du coup, MRE, et la recherche aussi de l'alternance. Globalement, sur le choix de l'alternance, moi, j'ai été assez portée par l'envie de découvrir un secteur qui me plaisait. J'hésitais entre soit le consulting ou soit effectivement directement en entreprise. Et puis, au fil des entretiens, finalement, il y a eu une vraie affinité avec l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et ça a été un facteur décisif, du coup, dans ma décision. Ça s'est fait comme ça, voilà. J'étais assez passionnée par les enjeux liés à l'alimentation, à la santé, et je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Et le fait que Happy Restauration soit devenue une entreprise à mission en 2022, voilà, ça a été un élément supplémentaire qui a orienté mon choix. Et donc, voilà comment je suis arrivée chez Happy. Effectivement, donc j'ai fait mon alternance en tant que chargée de mission RSE. J'ai touché à pas mal de choses lors du coup de cette expérience. J'ai fait notamment de l'évaluation RSE des fournisseurs, que ce soit sur les filières spéciales, on va dire en termes de volaille, le porc, etc. J'ai travaillé sur la matrice de matérialité dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière. J'ai eu l'occasion de réaliser l'évaluation EcoVadis de l'entreprise, donc la réévaluation, puisque voilà, c'est une évaluation qui est conduite de manière annuelle. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de travailler vraiment sur tout le défrichage pardon, de la CSRD et comment est-ce qu'elle allait impacter l'entreprise. Donc tout ce travail amont de lecture des textes et dégager les enjeux prioritaires pour pouvoir préparer le terrain et identifier les acteurs clés. Donc ça, j'avais eu l'occasion de travailler dessus. Et puis, pas mal voilà, de notes de synthèse et de recherche sur les sujets. Et mon poste a un peu évolué puisque l'équipe s'est agrandie. À l'heure actuelle, j'ai un poste de chargé de mission conformité et risque. Donc, je fais toujours de la RSE, mais je fais aussi pas mal de juridique puisque j'ai en charge la réalisation des cartographies des risques, à la fois les risques globaux et les risques vigilance, du coup, qui reposent sur trois grands piliers, la santé et la sécurité des personnes, donc collaborateurs de sa propre entreprise, mais aussi celle de la chaîne de valeur, tout ce qui va être sujets environnementaux, et enfin, tout ce qui est relatif aux droits humains et aux libertés fondamentales. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que je fais sur ces sujets. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres choses à évoquer sur mes expériences. Autrement, je dirais spécifiquement sur le master, qui moi m'a beaucoup plu et que je réussis encore que je mobilise encore dans mes expériences pro. En fait, c'est la richesse vraiment des connaissances théoriques qu'on peut acquérir, notamment en MRE. Moi, ce que j'appréciais, c'était le fait de pouvoir comprendre vraiment les paradigmes économiques, avoir aussi des réflexions beaucoup plus larges sur le rôle de l'entreprise, sa responsabilité, comment est-ce qu'elle s'intègre dans la société. Je trouve que c'est en tout cas des connaissances qui, moi, me mobilisent énormément, parce que je trouve beaucoup de plaisir, en fait, beaucoup de stimulation intellectuelle dans mon poste. Et ça m'aide à avoir vraiment la sensation de contribuer à quelque chose d'un peu plus grand, justement, quand on arrive à prendre de la hauteur sur des sujets. Et ça permet d'analyser pas mal de choses sur des actions concrètes, on va dire, du terrain ou en termes de stratégie d'entreprise. Et puis, non, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Elias, on peut passer. Ouais. Oui, ok. Vous m'entendez bien? Oui, en fait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Élise, j'ai 37 ans, donc je suis la deuxième, pas la doyenne, mais presque, pas très loin. J'ai été diplômée en 2010 de Sciences Po avec un master en affaires européennes. Et ça fait presque 15 ans que je travaille dans l'accompagnement de la transition écologique. Donc, effectivement, je suis en reconversion actuellement vers les métiers de l'enseignement. Donc, si ça vous intéresse, on pourra
on pourra en parler un petit peu. Mais là, j'ai orienté plutôt mon propos sur les métiers du conseil parce que je crois que c'est ce qui vous intéressait et particulièrement mon expérience chez Utopie. Mais juste avant de venir, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours avant de rejoindre le monde du conseil parce que je pense que ça peut voilà, alimenter vos réflexions. Quand j'ai été diplômée, moi, j'ai passé 3 ans à Bruxelles et j'ai travaillé d'abord pour une fédération d'ONG, d'associations environnementales européennes. Donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'associatif, les stratégies de lobbying, les modes d'opération, leurs besoins concrets. Donc, ça m'a vraiment servi après de connaître un petit peu ce monde-là. Et j'ai travaillé aussi à Bruxelles pour l'ADEME, qui avait un bureau de représentation. Donc, ça m'a donné un peu le côté, voilà, connaissance un petit peu d'un acteur public et puis aussi une culture scientifique et une culture générale de l'environnement que j'ai trouvé vraiment intéressant en début de carrière. Enfin, voilà, ça m'a permis de me faire une culture environnementale un peu solide et reconnue, basée sur la science. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup servi par la suite d'avoir un peu ce réflexe-là quand on parle des sujets environnementaux. Après 3 ans, je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de poursuivre ma carrière à Bruxelles parce que c'est un environnement à la fois magique et un peu particulier. Et j'avais envie d'aller voir ce qui se passait côté entreprise parce que je voyais que c'était là où il y avait le gros de l'impact. Donc ça m'intéressait, mais j'y allais pas vraiment par amour des entreprises à la base. C'est pas dans ma culture familiale. J'y allais plutôt en mode j'ai envie de comprendre comment ça marche et après pour aller faire la justice sociale et environnementale. Enfin voilà, c'est un peu ça ma démarche en tout cas. Donc j'ai fait un master rapide en RSE à Paris puisque j'avais pas fait de master RSE à Sciences Po. Et je suis rentrée au sein du groupe Accor. Donc l'hôtellerie, c'est les marques Sofitel, Mama Shelter, Ibis, Formule 1, etc. Et donc voilà, je voulais voir ce que c'était une multinationale. J'ai pas été déçue. C'est un gros groupe. Et en fait, j'ai adoré. Ça m'a permis d'avoir je pense, une vision un peu plus nuancée du monde de l'entreprise que ce que j'avais auparavant. J'ai vu que c'était pas si facile que ça de transformer des gros paquebots. Donc c'était vraiment une expérience super intéressante. J'y suis restée 5 ans. Ça m'a permis aussi de faire un peu toutes les fonctions classiques de la RSE, du reporting extra-financier, de la gestion de projets environnementaux, sociétaux. J'ai aussi travaillé sur les questions de gouvernance RSE qui se mettaient en place et qui sont vraiment super importantes quand on veut déployer vraiment une stratégie en entreprise. J'ai travaillé aussi sur de l'animation de réseau. Donc tout ça, c'est des compétences qui m'ont ensuite beaucoup servi dans le conseil. C'est vraiment une bonne école de passer par une direction RSE. Voilà, dans un grand groupe comme ça permet un peu de voir un peu tous les métiers de la RSE. Et puis, moi, je trouve que ça m'a vraiment servi après dans mon métier de conseil. Le fait d'être passé par l'entreprise, ça veut dire que je sais un petit peu de quoi je parle. Donc, j'ai vu une boîte et une grosse boîte, donc ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. Mais quand même, j'ai conscience que dans une entreprise, il y a des contraintes opérationnelles, il y a des contraintes, etc. Donc, ce n'est pas que des beaux idéaux, c'est vraiment, il y a des difficultés de mise en œuvre. Donc ça, c'était vraiment précieux pour après, dans un second temps, faire du conseil. Donc voilà, moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, si les métiers du consulting vous intéressent, c'est peut-être d'essayer d'avoir quelques expériences qui vont vous rendre aussi plus crédible plus tard quand vous allez parler à des clients. Et puis aussi je suis arrivée un peu par hasard chez Accor à la base dans le secteur de l'hôtellerie. Et en fait, avec le recul, c'était vraiment une super opportunité pour moi parce que dans l'hôtellerie, il y a énormément d'enjeux. Il y a des enjeux liés aux bâtiments, de construction, d'exploitation, de gestion de l'eau et de l'énergie. Il y a des enjeux liés à l'alimentation. Qu'est-ce qu'on sert dans nos restaurants? Quelles sont les pratiques agricoles? Il y a des enjeux liés aux déchets, au droit du travail parce que c'est des métiers qui sont en tension, etc. Donc là, mon propos, c'est plus de vous dire, effectivement, si vous devez choisir une première expérience et si vous avez le choix, moi, je vous conseille de choisir, mais c'est un peu le cas dans la finance d'ailleurs, des secteurs qui vont vous permettre de découvrir plein d'enjeux et de monter en compétence sur plein d'enjeux différents. Et derrière, ça va vous permettre de faire voilà, d'avoir plus de choix de carrière. Alors que si vous allez vraiment sur une niche, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, même si tout est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça chouette d'être dans un secteur où derrière, en fait, j'avais plein de suites possibles à imaginer. Ensuite, voilà, moi, au bout de 5 ans chez Accor, j'ai eu un petit peu la bougeotte. J'étais pas assez, pas assez corporate, je pense. Et puis, j'avais fait l'exercice de refaire la stratégie d'un groupe et j'avais adoré cet exercice. Donc, j'ai choisi d'en faire mon métier. Et c'est pour ça que je suis allée chez Utopie, donc, qui est un des premiers cabinets de conseil en RSE, développement durable, qui a été fondé il y a 30 ans. Et donc, le métier, en gros, de consulting, ça consiste à accompagner des clients, donc le plus souvent plutôt des grosses entreprises ou des grosses PME, dans la définition ou l'amélioration de leur stratégie RSE. Il y a aussi une partie de Utopie qui fait plutôt de la mesure d'impact, du bilan carbone, etc. Mais ça, c'est plutôt des profils ingénieurs qui recherchent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être qu'il faudra imaginer
une formation un peu plus technique complémentaire. Ça reste accessible, mais voilà, moi j'étais plutôt dans la partie strat, dans un secteur grande consommation. Et le gros de mes missions, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, bah, en fait, les clients prennent contact avec nous et ensuite, nous, on fait un diagnostic de leurs engagements. On consulte tous leurs documents existants, on fait des entretiens avec le COMEX, le CODIR, on parle éventuellement à leurs fournisseurs et ensuite, on passe tout ça à la moulinette et on regarde, bah voilà, nous, on estime que au vu de votre activité, vos enjeux sont ceux-là. Ce que vous mettez en place aujourd'hui par rapport à ces enjeux-là, bah, c'est pas forcément à la hauteur. On prend on prend des pincettes et voilà, mais l'idée, c'est un peu de. Ou alors, on dit, bah, ce que vous faites, c'est particulièrement bien sur ce sujet-là, mais sur ce sujet-là, vous pourriez aller un cran plus loin. Euh, et ensuite, on fait des propositions d'engagement que l'entreprise pourrait prendre, des propositions de projets à mettre en œuvre, on montre du benchmark, etc. Donc, c'est vraiment tout ce travail de revue critique d'une stratégie d'engagement d'une entreprise. Et là, je pense qu'une la personne qui a parlé avant moi l'a dit un petit peu, une des grandes qualités de Sciences Po, c'est de nous apporter cette capacité d'analyse et de prise de hauteur vraiment pour analyser les enjeux et, voilà, et imaginer ce que pourrait être une stratégie demain. Je pense que la formation qu'on a à Sciences Po est vraiment très utile en ce sens. Donc voilà, moi le conseil, j'ai trouvé que c'était une super expérience. C'est vraiment très stimulant intellectuellement. On travaille avec plein de gens passionnants, avec des plus jeunes, des plus expérimentés, avec des experts associés. Ça apprend vraiment l'efficacité, l'assertivité. Ça vous apprend à vous affirmer au sein de l'équipe, auprès de vos clients. Donc c'est vraiment super formateur. Par contre, il faut aimer bosser. Bon, c'est vrai dans beaucoup d'environnements, mais dans le conseil, il y a quand même, dans la plupart des boîtes, des petits sujets, des petites problématiques d'équilibre vie privée, vie pro et de charge de travail. Donc, il faut quand même savoir que dans le conseil, c'est particulièrement prononcé, je pense. Il faut aimer le contact du client. Moi, c'est un volet commercial qui, je pense, m'attirait un petit peu moins. Et plus on progresse dans les métiers du conseil, bah, plus on va chercher ce volet commercial-là. Et puis, il faut avoir aussi conscience des limites du métier de conseil où, en fait, on est vraiment dans la recommandation, mais on n'est pas dans la mise en œuvre. Là où, en entreprise, on va vraiment mettre en œuvre des projets et voir l'aboutissement. Quand on est dans le conseil, on est quand même beaucoup, la plupart du temps, dans de la reco. Donc, ça peut être un peu frustrant au bout d'un moment. Et puis, moi, il y a aussi quelque chose, mais ça, c'est plus sur mes réflexions sur la RSE au sens large et en particulier dans le conseil, c'est j'avais un petit peu l'impression d'alimenter parfois un discours au service de la croissance verte et parfois les startups for good et la consommation responsable, etc., dans lequel je me retrouvais moins. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous faire passer aussi un peu comme message aujourd'hui, c'est que si vous avez vraiment envie de radicalité, c'est peut-être pas dans les métiers du conseil où on est parfois on est quand même dans une posture de prestataire, quoi. Donc on peut dire des choses, mais on peut pas forcément tout révolutionner, puis on n'est pas décisionnaire. Donc voilà, donc c'est peut-être aller plus se tourner du côté de l'ESS, de l'associatif, etc., même s'il y a plein de choses à faire dans le monde de l'entreprise. Et par contre, si vous avez envie de faire partie du changement à l'intérieur, d'accompagner les transitions comme Amélie le disait, d'être des insiders, il y a encore plein de choses à faire dans les entreprises, mais avec en garde-fou. Et là aussi, je pense que c'est une des qualités de la formation à Sciences Po, c'est vraiment l'éthique et l'intégrité qui doit être une ligne directrice. Et je pense qu'en RSE, on peut très vite tomber dans des discours marketing ou du pur reporting, les indicateurs, et perdre de vue en fait la finalité qui est quand même la justice sociale et environnementale. Et donc voilà, donc je vous souhaite de garder l'intérêt général qu'on nous inculque un petit peu à Sciences Po toujours en vue pour votre carrière. Voilà. Merci beaucoup, Elise, pour cette intervention. On va passer la parole à François, du coup. Ouais. François, du coup, juste pour info. C'est vraiment cool parce qu'on vous a parlé au début de la conférence que MRE, c'était pas que si on voulait travailler dans la RSE, c'était pas que si on voulait travailler dans l'entreprise. Enfin, c'est vraiment un master qui reste quand même général et qui donne lieu à une pluralité de métiers après. Et donc là, François, c'est un bon exemple. Ouais, merci. Moi, François Bourgois, j'ai été diplômé en 2020. À la base, j'étais parti pour être diplômé en 2019, mais petit couac en deuxième année. Mais comme quoi, on peut très bien y arriver. Moi, j'ai fait FIFE, donc la filière franco-espagnole. J'ai passé 2 ans à Salamanque. Et après, j'ai fait CFI. Sauf que moi, c'est tombé en plein Covid à la fin de mon alternance. Donc, j'ai fait le choix de continuer un master ensuite à l'ESCP, qui est une école de commerce à Paris. Je l'ai fait en management de projets internationaux.
Et je pense que ça, c'est assez important. C'est que vous allez dans des organisations, dans des entreprises, vous allez bosser sur des projets, en fait, quoi qu'il se passe. Une entreprise, une start-up, c'est un gros projet. Dans une ONG, il y a une accumulation de projets. La RSE, c'est plein de petits projets qu'il faut mener à bien. Et du coup, c'est assez complémentaire avec ce qu'on apprend à Sciences Po. Je ne sais pas si vous avez des cours de management de projet maintenant en MRE, mais c'est assez bien de se former là-dessus. Moi, j'ai fait des stages, j'en ai profité. Ça, c'est un premier conseil que je donne, c'est d'essayer de faire un maximum de stages dès que vous pouvez, même des stages de 3 semaines. Ça vous apportera toujours quelque chose pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Moi, j'ai fait des stages chez Doctolib. Après, j'ai fait en immobilier, où j'ai quand même fait la politique RSE d'espace de coworking. Et après, j'ai été bras droit du directeur général de Philips. Où Philips, on est connu pour les télés et les ampoules, mais en fait, ils font du matériel médical. Et aujourd'hui, je suis chez Sencrop. Donc, Sencrop, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une boîte qui a une vocation plutôt responsable parce que c'est de la météo agricole. Donc, c'est pour donner en fait du pouvoir aux agriculteurs sur la météo, même s'ils ne peuvent pas agir sur le fait qu'il pleuve ou pleuve pas, ils vont pouvoir en fait mieux traiter, moins traiter. Ils vont gérer leurs déplacements, ça va un peu moins les fatiguer. Et aujourd'hui, je pense que la crise alimentaire, la crise agricole, enfin, vous devez connaître à mon avis dans les médias, bah, ça donne un poids en fait quand on se lève le matin et ça donne une envie d'aller bosser, d'être dans ce genre de projet qui aide à faciliter la vie de personnes comme les agriculteurs. Moi, mon poste, c'est donc Head of Sales Operation, c'est même Revenue Operation. Et en fait, c'est quoi? C'est gérer toutes les équipes qui génèrent du revenu. Donc les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes support et ce qu'on appelle Customer Success dans les boîtes. Donc c'est ceux qui, une fois que vous êtes client, essayent de vous vendre encore plus de choses. Et, euh, et en fait, c'est un poste qui est assez intéressant parce que on est au centre de beaucoup de choses. Je suis membre du comité de direction de la boîte qui a fait à peu près 100 personnes. Et, euh, et en fait, le sujet RSE, il est hyper central dans tout ce qu'on fait. Parce que quand on est une start-up, on cherche à lever des fonds. Et en fait, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui aujourd'hui mettent une importance particulière à l'aspect RSE. Et donc, en fait, avoir des experts RSE au sein de la boîte, donc on avait un expert RSE en l'occurrence, ça permet de lever des fonds, ça permet de continuer à faire des projets, parce qu'en fait, faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Vous êtes les futurs acteurs du changement. Bah, en fait, il y a tout l'écosystème aussi de boîtes qui est en train de changer. Bah, justement, il y a des fonds qu'on appelle des fonds à impact, qui investissent dans des boîtes qui veulent avoir un impact sur l'environnement. Euh, donc voilà pour mon parcours. Sur les apports de Sciences Po, Amélie, elle parlait de mobilité interne. Je pense que c'est clé de se dire qu'en fait, Sciences Po, ça ouvre plein de perspectives, ce qui est parfois un peu dur, parce que justement, où est-ce que je vais aller demain, etc. C'est beaucoup de questions qui se posent. Vous n'êtes pas les premiers à vous les poser, et je pense que tous les étudiants qui sont passés à Sciences Po, ils se sont posés cette question. Et, mais en fait, ça ouvre plein de portes, notamment sur l'international. On a une forte dimension internationale à Sciences Po. Et en fait, il y a beaucoup de boîtes qui recherchent ce genre de compétences et c'est pas si facile d'en avoir. On comprend vite les sujets. Donc ça, continuez à bosser toutes les matières que vous avez, même si vous avez l'impression que ça va pas vous servir demain. En fait, ça va vous aider à comprendre un sujet que vous aimez pas trop, à le digérer et à en sortir enfin, au moins un 10 en partiel, mais ça vous aidera aussi dans le milieu de l'entreprise. Ça sert aussi Sciences Po en fait, on est très large, mais une fois qu'on s'intéresse vraiment à un sujet, on est capable de devenir expert de ce sujet, parce qu'on est capable d'avoir une force de travail et encore une fois, une force capacité de synthèse, etc. Donc on peut devenir expert, et ça, c'est assez recherché dans les entreprises. On comprend beaucoup l'humain aussi. Donc, pour manager des équipes, c'est ultra important de comprendre les humains, parce qu'en fait, derrière juste un collaborateur, il y a beaucoup de choses à comprendre autour de lui, et c'est très utile. Et en plus, il y a des termes que vous allez retrouver très rapidement dans les organisations que vous allez fréquenter. C'est l'agilité, l'adaptabilité. En fait, tout ça, vous l'apprenez inconsciemment quand vous passez d'un cours de compta, je ne sais pas s'il y en a encore en écophy, à un cours de sciences humaines ou d'anthropologie, quoi. Bah, en fait, vous savez
rebrancher votre cerveau tout le temps sur plein de sujets différents. Et ça, c'est super important. Donc, c'est important de le cultiver. Et du coup, mes conseils, en fait, c'est de ne pas sous-estimer l'extrascolaire. Sciences Po, ça offre un super cadre. Ça offre aussi un peu de temps. Donc, profitez-en pour faire toutes les assos que Sciences Po propose. Franchement, moi, je pense que j'en ai pas fait assez et c'est un de mes regrets. Faites des stages, comme je le disais au début, parce que, en fait, franchement, une fois que vous allez passer ce qu'on appelle les screenings des CV, c'est-à-dire vous allez envoyer votre CV, il y a une RH ou votre futur manager qui va le regarder, il va voir que vous avez fait Sciences Po, il va se dire ah cool, c'est forcément une tête bien faite, et vous allez être en face de quelqu'un qui a fait HEC et le SCP, ils vont juste se dire ok, c'est trois personnes qui ont la tête bien faite, mais en fait, qu'est-ce qui va différencier? C'est les activités extrascolaires et c'est le fait que vous ayez fait des stages, que vous soyez intéressé à plein de choses, et je vous conseille de vous intéresser à plein de choses en fait. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on aurait pu me donner à l'époque. Euh, donc, ouais, ce que je disais aussi, ouais, le réseau, ça c'est aussi important. Je ne sais pas si vous avez déjà un profil LinkedIn, mais en tout cas, créez-vous un profil LinkedIn, parce que en fait, vous allez pouvoir aller contacter n'importe qui. Allez-y au culot aussi. Il y a une chose que les gens ils adorent, c'est de parler de leur projet et parler d'eux-mêmes aussi. Donc en fait, non mais c'est vrai, la preuve, on est tous là. C'est qu'on aime un minimum parler de nous. Il faut être assez honnête. Mais en fait, quand tu échanges avec d'autres personnes, bah, tu en apprends aussi sur toi ce que tu as envie de faire. Et en fait, plus vous allez échanger avec des personnes, au plus vous allez savoir vous construire et savoir là où vous voulez pas aller surtout. Parce que ça, c'est aussi important que de savoir où aller. Et mon dernier conseil, c'est d'être hyper ambitieux. Enfin, franchement, à Sciences Po Lille, on a vraiment des capacités de faire plein de choses. Donc, je vous conseille de ne pas vous fermer de porte. Euh, Quand on parle des top 3 écoles de commerce qui ont dépensé 20 000 balles à l'année pour réussir à avoir un poste qui va même pas leur rembourser leurs frais, bah, en fait, vous, allez-y au culot d'aller les challenger eux parce que vous avez beaucoup plus de compétences sur tout ce que j'ai pu dire avant, sur la compréhension large des sujets, etc. Et sur les choses un peu extra commerce, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de frapper à n'importe quelle porte. Voilà. Du coup, on va laisser la parole à Alice. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, moi, j'ai été diplômée en 2017. Je fais partie de la promotion Georges Brassens. Donc, j'avais fait le master CFI à l'époque et qui permettait en deuxième année de master de faire un double master dans une autre école. Donc, moi, j'étais partie à Dauphine, à l'Université Paris-Dauphine, faire un master en affaires internationales. Donc, bon, moi, quand je suis arrivée à Sciences Po, j'avais plein d'envies et notamment, j'étais un peu perdue sur le type d'organisation dans lequel j'avais envie de travailler. J'avais envie de travailler sur des questions de développement économique, notamment dans les pays émergents. Je ne savais pas si je voulais le faire en ONG, en agence de développement ou explorer la piste des entreprises. Et en fait, j'ai fait un stage en troisième année qui m'a beaucoup éclairée finalement parce que c'était un stage au ministère de l'économie sur vraiment une étude sur le développement des startups françaises en Afrique. Et en fait, j'ai vraiment compris l'impact que pouvaient avoir ces entreprises sur le développement des pays dans lesquels elles s'implantaient. Et donc, je pense que ça a vraiment nourri ma réflexion. Donc, j'ai axé mon mémoire de master sur ce sujet-là aussi. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire aussi dans le secteur privé. Donc, voilà, après avoir fait Dauphine, j'ai pu rentrer en stage chez L'Oréal dans le département Sustainability, comme il s'appelle. Voilà, dans ces grands groupes, on parle beaucoup en anglais. Et donc, là-bas, j'étais chargée de mettre en place en fait, des projets sur les filières de matières premières naturelles utilisées dans les cosmétiques et notamment pour mettre en place des réductions d'émissions CO2. Donc, voilà, on travaillait par exemple sur des projets au Burkina Faso, auprès des productrices de karité pour mettre en place des foyers améliorés pour les bouillantages des noix de karité, etc. C'est vraiment ce type de projet, des projets d'agroforesterie, etc. Et en fait, voilà, ça m'a vraiment ouvert, disons, la porte vers ce monde de la RSE
côté entreprise et L'Oréal a été un peu mon école puisque finalement, j'y suis restée 6 ans. J'ai évolué ensuite dans l'équipe sourcing responsable, donc des ingrédients cosmétiques. Et j'étais chargée notamment de toutes les questions liées à la zéro déforestation, donc sur des commodités qui sont liées à ces entreprises de cosmétiques comme le palme, le soja, la noix de coco, etc. Donc vraiment sur des enjeux assez sensibles pour une entreprise aussi marketing que L'Oréal. Et donc, finalement, j'ai vraiment pu appréhender ce métier du développement durable dans cette grande machine qui était L'Oréal. C'était passionnant parce que du coup, on travaillait énormément avec les équipes d'acheteurs, donc vraiment au cœur de la machine. Et je voyais vraiment tout l'impact que finalement les programmes qu'on mettait en place pouvaient avoir sur la remise en cause aussi du business et du business model à l'intérieur de l'entreprise. Donc, j'ai voulu finalement évoluer. Au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de voir aussi d'autres façons de faire parce que je dois aussi vous dire que L'Oréal, c'était quand même une machine de travail avec une charge énormissime. Donc, j'avais aussi envie de voir comment je pouvais travailler dans un environnement avec peut-être un peu moins de pression. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Givaudan. Donc, Givaudan, c'est une entreprise une maison de parfums, comme on les appelle, qui crée en gros des parfums qui sont ensuite vendus à des clients comme L'Oréal, mais comme LVMH ou d'autres. Donc, c'est dans cette entreprise que travaillent beaucoup de parfumeurs. Et en fait, moi, je m'occupe maintenant plus des ingrédients naturels pour la cosmétique, mais des ingrédients naturels pour la parfumerie. Et donc, mon travail, ça consiste vraiment à m'assurer que ces ingrédients sont sourcés durablement, c'est-à-dire qu'au niveau vraiment des producteurs dans les champs, on n'a pas de déforestation, qu'on a une rémunération juste pour eux, qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, qu'on encadre voilà, les conditions de travail aussi. Et en fait, c'est extrêmement intéressant, varié, mais très complexe aussi, puisque on travaille et on source ces ingrédients dans des pays très, très variés, avec des contextes extrêmement différents. Donc voilà, c'est passionnant, mais c'est aussi un grand challenge et d'arriver aussi à comprendre en fait comment ces grandes entreprises travaillent avec du coup des équipes d'acheteurs qui sont vraiment incitées à faire des réductions de coûts. Et en fait, voilà, c'est aussi toute une démarche en interne de convaincre et de pousser finalement pour que ces sujets liés à la responsabilité des entreprises soient continuellement mis au cœur de l'action. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Et si je dois dire finalement les apports de Sciences Po par rapport à mon activité aujourd'hui, je pense que ce qui est extrêmement fort, c'est vraiment la diversité des matières, et ça a été répété de nombreuses fois, l'ouverture au monde qu'on a tous, le côté vision très holistique des sujets. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues qui sont agronomes, qui sont assez spécialisés sur ces questions d'agriculture. Mais finalement, je me déplace aussi beaucoup sur les filières. Récemment, j'étais par exemple au Laos sur la filière du benjoin. Et en fait, le fait d'avoir l'habitude de comprendre et de voir vraiment l'étendue des dimensions politiques, sociales, économiques d'un même territoire, je pense que c'est extrêmement important. Le fait aussi d'être habitué et ouvert à travailler avec des acteurs qui ne sont pas forcément des entreprises. Donc, on travaille beaucoup avec des ONG, avec même les gouvernements parfois. Et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne connaissance des acteurs qu'on nous inculque à Sciences Po et qu'il faut vraiment cultiver par rapport justement à d'autres formations peut-être un peu plus business qui peuvent être disponibles. Et ça va aussi, je pense, avec notre capacité, et je pense que ça, François l'a dit, à comprendre bien l'humain. Et c'est vrai que ces métiers en entreprise, en tout cas, nécessitent de constamment convaincre, de constamment essayer de transformer, donc de mettre beaucoup d'énergie à tout ça. Et ça, je pense qu'on le fait bien. On a une bonne conscience, en fait, des enjeux. Donc voilà, c'est aussi, je pense, un vrai atout. Et évidemment, le côté extrêmement international qu'on nous offre à Sciences Po avec l'année à l'étranger. Moi, je travaille
avec des personnes qui sont basées dans des pays très, très différents. Et en fait, c'est vrai que faire du changement comme ça et inculquer des nouvelles mentalités, des nouvelles façons de travailler à un Indien ou à un Japonais, forcément, voilà, il faut s'adapter. Et ça, je pense qu'on a vraiment cette capacité à très bien le faire. Donc, en termes de conseils, je pense qu'effectivement, il faut vraiment cultiver cette curiosité, tirer le meilleur de chaque expérience, même courte, même si elle n'est pas exactement alignée avec ce que vous voulez faire. Je pense que là, tout ce qu'on vient de vous exposer, vous pouvez peut-être vous dire que ça a l'air extrêmement logique et presque facile et un peu impressionnant. Mais en fait, c'est vraiment tout ce parcours est juché de questionnements, de remise en cause. Moi-même, honnêtement, en travaillant dans ces grands groupes, parfois je me dis, mais est-ce que mon impact ne serait pas finalement plus fort ailleurs? Et en fait, bon, je pense que c'est aussi un levier énorme et que s'il n'y a pas des gens qui sont vraiment convaincus, qui rentrent à l'intérieur de ces systèmes-là, je pense qu'on n'aura jamais vraiment de transformation. Donc, ça me semble vraiment essentiel. Et voilà, et finalement, oser vraiment discuter, tenter, viser assez haut. Enfin, voilà, moi, j'ai pu avoir tous ces stages en faisant des candidatures spontanées. Et finalement, ça a marché parce que je pense qu'on arrive aussi à convaincre et à finalement exposer un récit qui a l'air absolument logique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup à tous pour ces témoignages. Alors, on va avoir le témoignage de Marianne Bousquet, mais elle a des problèmes de connexion à la visioconférence. Malheureusement. De l'inviter prochainement, l'année prochaine, enfin, l'automne prochain, où on essaiera de l'inviter parce que son expérience à l'alternative peut être très intéressante. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? C'est un peu impressionnant la première question. Et je me demandais du coup, quels sont les thèmes que vous avez choisis à ce moment? Et est-ce que ça a eu un impact du coup, dans votre décision d'aller faire la Ouais. Ce que je voulais faire pour moi, c'est vraiment Le vouvoiement, il fait un peu mal là. Non, ouais, on pourra parler après si tu veux, peut-être ça intéresse tout le monde, mais du coup, la filière franco-espagnole, là, j'ai fait un master dans l'école de business qui s'appelle l'IME. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont fait après nous, et c'est assez cool parce qu'en fait, tu n'as que 6 mois de cours en quatrième année, mais ce qui te permet de faire un stage. Moi, ça m'a permis de faire mon stage chez Doctolib. Et en fait, ça, c'est un petit défaut chez Sciences Po, c'est qu'on n'a pas de long stage de base. Il n'y a même plus de stage. Enfin, moi, à mon époque, il n'y avait même pas de stage obligatoire à faire. Donc, heureusement, on avait l'alternance. Mais ça t'aide pour avoir après trouver ton alternance. Mais je sais qu'il y a d'autres possibilités pour faire ensuite MRE. Tu peux tout faire. Parce qu'en fait, le problème de l'IME, là, de l'école de commerce, c'est que ça a un petit coût. Mais il me semble que tu peux le faire déjà en alternance là-bas. Et ça, c'est ça, par contre, si tu arrives à faire ça, nous, on a été un peu mal conseillés. Enfin, je dis nous parce qu'on était deux à le faire. On était un peu mal conseillés et bon, c'était un peu compliqué en tant que Français de faire son stage en Espagne. Mais si tu arrives à le faire en alternance, tu as encore moins de cours. Et surtout, ça te fait une expérience pro de fou, quoi. Et le master est trop intéressant, t'es avec plein de latinos et d'espagnols. Alors que quand tu vas être en Erasmus, tu vas être avec beaucoup d'Erasmus, pas forcément des Espagnols. Mais donc voilà. Mais contact d'autres personnes qui ont fait la FIFE, il y en a d'autres qui sont passés après moi. Je ne sais pas s'ils ont tous fait l'IM. C'est plutôt dans les faits, comment ça marche à la pratique. Faire la cartographie, l'étudiation de l'approvisionnement, voilà, et pour prendre l'aspect biodiversité, social, voilà. Comment ça marche ça aussi,
parce qu'il m'a dit que c'est beaucoup de communication avec les fournisseurs. Comment ça marche déjà la communication? Est-ce que ça associe à la réalité par l'Union européenne? Oui. Est-ce que vous avez entendu la question, Visio? Non? Alors, en gros, le monsieur demandait comment intégrer les problématiques RSE dans la chaîne d'approvisionnement. En gros. La cartographie. Alors, du coup, pour répondre à ta question, la manière dont on fait une cartographie, en fait, c'est beaucoup de recherche, effectivement, et c'est beaucoup de communication avec les autres services. Donc, moi, je suis là sur ces sujets, je suis seule à les porter pour l'instant. Mais en fait, quand je dis je suis seule, c'est beaucoup de coopération avec les autres services. Donc, effectivement, c'est pas mal d'entretiens. Il y a une méthodologie après à suivre sur la manière d'élaborer des cartographies et des risques. De manière générale, donc il y a ce temps, on va dire, de recherche en amont. Il y a les entretiens avec différentes personnes clés dans l'entreprise pour pouvoir identifier les différents risques. Ensuite, il y a toute la partie retranscription et préparation des fiches de risque qui vont être ensuite présentées lors d'un atelier de cotation. Donc l'idée, ce sera de pouvoir évaluer ces risques en fonction du coup de leur fréquence et de leur gravité et d'attribuer un score qui te permettra à la fin d'avoir vraiment, on va dire, une représentation visuelle des risques les plus élevés et les risques, on va dire, moindres, en fonction aussi de tous les dispositifs de maîtrise qui sont déjà mis en place dans l'entreprise. Donc en fait, là, de manière très concrète, il faut se figurer un espèce d'énorme tableau Excel avec justement bon, bah, les différents risques et puis toutes les manières, voilà, toutes les mesures qui sont déjà mises en place par l'entreprise pour pouvoir les maîtriser. Ou alors, au contraire, juste être conscient des impacts de ces risques-là. Ensuite, sur la manière de les prendre en compte après dans la chaîne de valeur, bah, c'est pareil, c'est beaucoup de recherche et beaucoup aussi de communication avec les différents services. Après, la difficulté, moi, je dirais, c'est que tout le monde n'a pas forcément conscience de l'étendue de la chaîne de valeur. Effectivement, ça a été dit notamment par Alice. En fait, il faut aussi d'abord convaincre de la nécessité de faire ce travail de cartographie. Et ça, c'est pas forcément le plus facile parce que pour beaucoup, en fait, ça va être une charge de travail supplémentaire par rapport aux tâches opérationnelles du quotidien. Je pense voilà, aux acheteurs qui doivent mener leurs négociations. En fait, si on les sollicite à chaque fois pour leur dire alors en fait, tel fournisseur, comment est-ce que ça se passe, etc. Bon, c'est assez chronophage et voilà, il faut comprendre effectivement qu'il y a un certain nombre de contraintes à la fois opérationnelles, temporelles en entreprise. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer bien, enfin, de bien expliquer, pardon, l'aspect stratégique. Et en fait, effectivement, pour ça, il y a quand même pas mal d'arguments qui vont en faveur de ces choses-là, notamment bah, le contexte économique, la flambée des prix, ce genre de choses, où il y a effectivement des répercussions du réchauffement, du dérèglement climatique sur les chaînes d'appro. Donc voilà, il faut réussir à trouver comme ça des espèces de fenêtres de tir, des moments stratégiques pour aborder les sujets et pour pouvoir justement faire en sorte en fait qu'il y ait une espèce de... Moi j'aime bien cette expression d'alignement des planètes, mais c'est un peu ça, hein. C'est un conditionnement, on dit ah ça y est c'est le moment, et là on embarque ses collègues sur ces sujets. J'espère que ça a répondu à ta question. C'est pour une Ah oui, pardon. Alors, donc, ça va dépendre. Dans la partie cartographie des risques liés au devoir de vigilance, c'est réglementaire, c'est obligatoire. Euh, pour la CSRD, donc avec les impacts, risques et opportunités, là, c'est réglementaire aussi, c'est obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille. Sinon, ça, voilà, on va dire, ça s'échelonne en fonction de la taille de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et du nombre de collaborateurs. Et puis sur la cartographie des risques globaux, là c'est volontaire parce que le focus il est sur comment est-ce que tous ces éléments de l'environnement externe viennent impacter l'entreprise et sa capacité à remplir ses objectifs et conduire sa stratégie. Donc ça c'est volontaire. Et tout ce qui va être en lien plutôt avec la durabilité, bah, il y a quand même pas mal de textes qui se mettent en place. Voilà, je pense à la CSRD, la CS3D, bon, qui pour l'instant est un peu
en suspens. Voilà, c'est compliqué. Là, je crois que le contexte réglementaire est un peu incertain en ce moment, mais en tout cas, c'est ça qui motive beaucoup d'entreprises. C'est le cas chez Happy, mais voilà, c'est le cas d'énormément d'autres entreprises, en fait. C'est cet aspect réglementaire qui est du coup le premier, voilà, l'impulse de la mise en mouvement et de l'appropriation de ces sujets. Et du coup, savoir si c'est un lien avec la RSE. Élise, est-ce que vous avez entendu ou pas? Alors, c'est une question pour vous par rapport à votre reconversion. Est-ce que ça a un lien avec, avec la RSE ou pas? Est-ce que, enfin voilà, parlez-nous de votre reconversion. Alors, pas directement, mais il y a un lien avec ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai quitté Paris, j'ai quitté Utopie, j'ai fait du conseil à Nantes dans une structure qui s'appelle Openland. Et j'ai été en charge de piloter un programme de formation à destination des 25 000 hauts fonctionnaires de l'État. Donc, on a formé, on a créé un atelier de 4 heures, on a formé des ambassadeurs, des préfets, enfin voilà, tout un tas de monde. Et donc, moi, ça m'a fait vraiment découvrir le côté vraiment transmission, voilà, formation. Et du coup, là, je prépare, donc c'est assez loin, enfin, c'est pas tout à fait lié, mais je prépare le concours de professeur des écoles. Donc, je change complètement d'univers et de dimension. Moi, j'en avais marre d'être derrière un ordinateur toute ma journée. Je crois que j'en avais marre après 15 ans, à déployer toute mon énergie à essayer de convaincre le monde entier d'être à la hauteur des enjeux. Je pense que j'avais plus l'énergie nécessaire pour le faire. J'avais plus, enfin voilà. Et du coup, j'ai envie d'avoir un autre contact avec les enfants. Voilà, d'être autonome dans mon métier, dans ma classe. Et donc voilà, je suis en train de préparer ce concours-là. Donc complètement gros changement de perspective. Merci. Je laisse la question. Laura. Moi, il y a une question pour Alice. Je suis une tendance sans début. Et moi, personnellement, je suis intéressée par le secteur de la cosmétique. Du coup, mon objectif va avoir un petit peu de bateau. Mais on s'intéresse à des d'entreprise où j'aimerais travailler. Mais je n'ai pas encore d'idée très précise de postes qu'il y a dans les entreprises, notamment dans les postes en lien avec la RSE. Vous avez parlé de sourcing, de tout ça, mais est-ce que vous avez d'autres postes qui vous recherchent particulièrement? Oui, alors je pense qu'il y a vraiment énormément d'opportunités et que justement, tout l'idée de pouvoir échanger avec différentes personnes, ça va vous aider à être un peu plus éclairé. Si je peux prendre l'exemple typiquement de L'Oréal ou même de Givaudan, en fait, on est un département développement durable et au sein de ce département, il y a vraiment des métiers qui vont être très différents. Donc, il va y avoir les métiers dits un petit peu d'expertise. Donc, ça va être lié par exemple aux achats responsables, ça va être lié à toute la dimension de réduction des émissions carbone de l'entreprise directement, mais aussi sur la chaîne d'approvisionnement en lien avec le sourcing des matières premières ou en lien avec les fournisseurs. Il va y avoir les spécialistes climat, les spécialistes eau, etc. Et en fait, il va y avoir aussi tout un tas de postes un petit peu plus transverses dont l'objectif, ça va vraiment être justement d'être le relais développement durable, on va dire, au sein des différents départements. Parce que l'idée, c'est que finalement, ces questions d'RSE, de développement durable, soient vraiment intégrées dans les pratiques de toute l'entreprise. Et donc, finalement, il y a beaucoup de relais. Par exemple, chez L'Oréal, il y avait des relais au sein du marketing, dont l'objectif, c'était vraiment justement de faire de la transformation des pratiques de marketing au prisme justement de ces enjeux développement durable. Il y avait des relais côté achat, donc ça c'était plutôt nous. Il y avait des relais côté innovation, justement pour développer des ingrédients qui soient avec le moins d'impact possible, avec la chimie verte, etc. Donc ça c'est plutôt des postes quand même assez techniques. Mais voilà, il y avait finalement beaucoup de postes. Je pense que chez L'Oréal, au total, c'est centaines de personnes qui travaillent dans le développement durable. Chez Givaudan, c'est un peu moins. On est environ une trentaine. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cet aspect un peu expertise qui est plutôt, du coup, on va venir chercher plutôt des profils assez scientifiques
en dehors des achats responsables, puisque ça, je suis un peu finalement une exception. Et puis ensuite, il va y avoir voilà, ce lien un peu plus transversal avec notamment les clients, donc récolter un peu tous les besoins des clients aussi sur ces dimensions sustainability et pouvoir en interne mobiliser les bonnes personnes pour adresser ces enjeux. Il y a tout un volet reporting aussi, puisque justement avec la CSRD, c'est très important aussi d'être capable d'expliquer, de communiquer, mais au-delà de ça, de partager sur les impacts et les opportunités de l'entreprise. Donc, il y a finalement beaucoup de métiers qui, effectivement, sont nouveaux et je pense que ça ne va faire que grandir, notamment aussi avec ce qu'on voit sur la réglementation. Les entreprises ne savent pas toutes comment faire en fait pour se conformer à ces grands textes qui arrivent, CSRD, CSDDD. On a parlé aussi, moi je suis très concernée aussi par la réglementation européenne de non-importation de la déforestation qui du coup impacte des ingrédients qui sont utilisés par le monde de la parfumerie et des cosmétiques. Donc en fait, il y a, je pense, beaucoup de nouveaux métiers qui vont aussi émerger avec ce contexte plus politique qui change. Donc, je comprends que c'est un peu difficile de s'y retrouver dans tout ça, mais mon conseil, ce serait finalement d'essayer de cibler à chaque fois peut-être quelqu'un, un relais au sein d'une entreprise qui travaillerait sur ces sujets-là et d'entamer la discussion pour comprendre en fait, parce que chaque entreprise est vraiment organisée très différemment. Et donc là, moi, j'ai la vision un peu plus grand groupe avec des gros départements, etc., des choses un peu plus structurées. Mais c'est vrai que, par exemple, avec Laura, elle est l'exemple d'une entreprise où il y a aussi un département existant, mais qui est plus peut-être en train de se développer, de se former. Donc voilà, je pense qu'en fonction de l'entreprise, il y a vraiment des réalités très, très diverses. Donc je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question, mais voilà, je pense qu'en entamant la discussion, les gens seront ravis aussi d'exposer les réalités propres à chaque entreprise. Et il ne faut aussi pas hésiter à regarder. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres aussi disponibles sur LinkedIn, sur les plateformes des entreprises et que c'est finalement un secteur qui recrute beaucoup et de plus en plus. Donc, Voilà, je suis un peu sensible. C'est une propre, ouais. Je veux savoir un peu comment vous faites pour. Est-ce que vous allez démarcher du coup les agriculteurs ou c'est plus aux qui viennent demander vos technologies pour justement et ma deuxième question, c'est du coup, sur vos besoins, c'est anticiper par exemple le risque de gel, c'est un peu les besoins de le développer. Et comment du coup ces besoins vous arrivez à les développer, sachant que la gestion est climat de manière permanente. Ok. Moi, je pense que mon métier n'existerait pas trop si nos clients ils venaient à nous tout seuls. Ce serait beau. Mais non, on les démarche et on a plusieurs stratégies là-dessus. Mais je ne sais pas si je vais les développer ici. Mais oui, soit on va directement leur adresser des emails, etc. Mais comme n'importe quelle marque fait pour du démarchage, soit en fait on a des partenaires qui distribuent nos solutions. Et sur la manière dont on agit sur justement ce risque climatique qui est le gel par exemple. Donc ça c'est beaucoup pour les viticulteurs. Je pense que tout le monde a déjà vu un extrait de journal télévisé qui parle du gel au moment, enfin ça va arriver là en mars, avril pour les viticulteurs. En fait nous tout simplement le gel c'est le facteur le plus facile à détecter parce que c'est sous 0 degré. Il y a un peu de technologie pour savoir les températures, température humide, température sèche, que je passerai les détails, mais en fait, la technologie te permet de te dire là, il y a un risque gel. Et en fait, ça offre du confort au viticulteur parce que il a une alerte qui vient lui dire maintenant, il faut que tu actives tes systèmes anti-gel. Donc, il y a plusieurs techniques pour ça, et en fait, ça lui offre un confort, alors qu'avant, soit il n'était pas prévenu, soit en fait, il devait rester éveillé pendant tout le printemps, à chaque fois qu'il y avait un risque de gel, alors que là, il peut le déclencher exactement au moment où il y a un besoin. Et ça, en fait, pour tous les risques météo, la météo, elle change, mais nous, on va être un agriculteur, il va avoir besoin de ces fenêtres, de savoir quand est-ce qu'il va pouvoir aller traiter, parce que, en fait, avant, il y avait des agriculteurs qui arrivaient, ils mettaient des pesticides tous les jours,
Et en fait, le but, c'est qu'ils arrêtent de faire ça. Et déjà, ils n'ont plus le droit. Du coup, c'est de leur donner les meilleures fenêtres de traitement pour qu'ils n'aient pas à y aller tous les jours. En fait, ta météo, elle change, mais tu as toujours des moments plus propices que d'autres pour venir traiter et donc un peu mitiger les risques sur sur tes cultures. Donc pour Amélie, on a reçu il y a quelques semaines Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable de WIG. Et j'ai posé une question à propos de la finance verte, la finance durable, parce que c'est un secteur qui m'intéresse pour une future, là, dans le futur proche, pour une alternance ou même après. Et il a eu un point de vue vraiment très radical en disant que c'était du bullshit. Et je voulais savoir si vous avez une approche un peu différente quand même de ce secteur. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis un peu plus nuancé sur la question? Alors, c'est vrai que sur toutes les problématiques de greenwashing, c'est quelque chose qu'on rencontre dans l'ensemble des secteurs d'activité. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur les valeurs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est vrai que nous, Crédit Mutuel Arkéa, on est un groupe bancaire, on est mutualiste, on a une raison d'être, on est passé entreprise à mission. Donc, c'est quelque chose vraiment d'ancré dans notre ADN. On est vraiment présent avec des centres de décision en région, parce que moi, je suis basée à Brest, ce qui explique que je n'ai pas fait l'aller-retour, c'est un petit peu loin. Donc, effectivement, c'est une question compliquée parce qu'il y a des effets de communication parfois, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une réglementation qui, de toute façon, nous oblige à faire énormément d'efforts. Donc, la posture d'acteurs tel qu'Arkéa, c'est de devancer le plus possible ces réglementations et d'être exemplaire dans ces pratiques. Après, il faut savoir que la finance, elle a de l'impact. C'est-à-dire que quand on finance des projets de transition, quelque part, si on ne finance pas les acteurs qui sont en transition, c'est difficile pour eux de mettre en œuvre cette transition, puisqu'on sait qu'il y a besoin de milliards d'euros d'investissement dans tous les secteurs pour financer ces transitions. Et pour ça, on a besoin d'acteurs. Alors évidemment, il y a d'autres modèles de financement, type crowdfunding, toutes des choses comme ça. Mais clairement, sur la finance durable, il y a des vrais engagements. Alors, encore une fois, moi, je travaille sur l'empreinte directe, donc vraiment sur notre exemplarité interne, sur notre immobilier d'exploitation, où on longe nos collaborateurs, sur toutes ces choses-là. Mais on a également des politiques sectorielles sur lesquelles on décide. Moi, avant, j'étais sur la gestion d'actifs, donc il y a des fonds avec des labels. Là-dessus, c'est vrai que les côtés labellisation, ça peut être aussi une bonne réponse, puisque quand on fait, par exemple, labelliser des fonds, ce n'est pas nous qui décidons, qui disons mon fonds, il est ceci, cela. C'est un auditeur indépendant qui nous attribue un label. Et du coup, ça participe quand même à crédibiliser la démarche, puisque c'est pas on s'auto-attribue pas un label, c'est audité. Il y a beaucoup de la réglementation, c'est quand même, pour la CSRD, le bilan carbone avant la DPEF, c'est des audits très approfondis, c'est une réglementation vraiment très stricte. Donc là-dessus, c'est quand même le réglementaire déjà, il nous oblige à être sur des niveaux importants. Et après, certains acteurs ont des démarches plus volontaristes que d'autres. Donc nous, la finance durable, c'est quelque chose auquel on croit énormément. Okay, après, je ne connais pas la position de l'intervenant précisément, mais on pense vraiment que pour être acteur des transitions, les banques ont un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement de leurs clients. Yeah, merci beaucoup, ça me convainc. J'ai une dernière question rapidement pour François. Tu es passé d'un grand groupe multinational, un poste en plus, à une start-up. Est-ce que c'était un choix? Et aussi, qu'est-ce que ça change? Parce que nous, on va devoir s'orienter là bientôt dans notre alternance, savoir quel type d'organisation, dans quel type d'organisation on a envie de travailler, ou qu'est-ce que tu peux expliquer un peu? Ouais,
Ouais, c'est vrai que chez Philips, en plus, ouais, c'était un bon poste et en plus, je faisais ce qu'on appelait un graduate programme, donc ça me permettait d'aller voir plein de secteurs différents dans l'entreprise. Mais la start-up, l'avantage que ça a, c'est d'être une petite structure où normalement il y a de l'argent. Bon, pas pour toutes les start-up, comme la mienne, ça a été un peu compliqué ces derniers temps, mais finalement, en fait, ça permet d'avoir un impact direct dans ces actions. Donc, j'avoue, moi, c'est ce que je recherchais, c'était d'avoir un impact quand je délivrais un projet. En fait, tu le vois tout de suite, alors que dans les grands groupes, quand t'es junior, tu le vois pas tout de suite. Après, c'est un choix à faire. Moi, j'aime bien apprendre en faisant. J'aime bien me mettre à risque aussi, parce que du coup, ça fait une exposition assez rapide. Mais par contre, ça a un défaut, c'est que sur plein d'aspects, je n'ai pas la technicité qu'il faut. Ça va me mettre un peu plus de temps pour arriver sur une mission, parce qu'en fait, je vais découvrir le sujet, parce que c'est des sujets que j'ai jamais vus. Mais ça, c'est un choix un peu perso. Moi, je conseille de faire, si vous avez un stage, c'est de faire justement potentiellement, enfin, si vous avez plusieurs stages, c'est de faire les deux types d'organisation, parce qu'en fait, ça va vous permettre de voir exactement ce qui vous plaît, parce que parfois, c'est aussi cool d'être dans un groupe qui va vous apprendre une structure pour savoir travailler. Moi, j'ai appris un peu à travailler un peu tout seul, quoi, et ce qui fait que je peux être totalement déstructuré sur certains aspects, euh, et ce qui va me fermer certaines portes, mais ça va m'en ouvrir d'autres pour accéder à des postes parfois qui sont avec plus d'années d'ancienneté. Mais en fait, ça dépend comment on aime apprendre aussi et un peu ouais, ce à quoi on aspire rapidement, quoi. Ok. Ah, Amélie, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur votre raison d'être? Comment vous avez fait pour l'élaborer, pour la définir? Un peu le temps que ça a pris entre le moment où vous avez décidé de mettre en place une raison d'être et le moment où elle était vraiment bien définie et ça engagement. Et enfin, du coup, vous êtes le premier groupe bancaire à doter d'une raison d'être. Est-ce que vous savez si d'autres groupes ont cette aspiration ou pas du tout? vous avez Alors, je suis pas sûre d'avoir trop bien entendu toute la question. Je veux bien que vous reformuliez. Est-ce que vous pouvez revenir sur le processus d'acquisition De création d'une raison d'être. d'une raison d'être au sein du groupe et est-ce que vous avez la connaissance d'autres groupes qui aspirent à la même chose? Alors, sur la raison d'être, c'est pas moi qui ai piloté, mais je me souviens d'une démarche très participative au sein du groupe. Alors, comme je vous le disais, on est un groupe bancaire mutualiste, donc il y a eu des réflexions qui ont associé les collaborateurs, les administrateurs aussi, puisque comme on est mutualiste, eh ben, on appartient à nos clients sociétaires, donc les administrateurs qui sont dans nos caisses locales, hein, nos agences, ça s'appelle des caisses locales, ont participé à cette démarche. Et donc, j'ai le souvenir d'une démarche extrêmement participative pour que justement cette raison d'être, tout le monde s'y retrouve, à la fois que nos clients s'y retrouvent, mais aussi les collaborateurs en tant que tels et les administrateurs. Donc, effectivement, on a été la première banque à adopter la raison d'être. Et après, ça a été le statut d'entreprise à mission qui a finalement été l'étape suivante. Après, je sais qu'il y a un certain nombre de groupes d'assurance qui ont également adopté ce statut. Enfin, c'est une raison d'être. Mais voilà, je peux pas vous dire des statistiques très précises, on va dire, mais la suite logique, finalement, ça a été après le statut d'entreprise à mission avec la définition d'un certain nombre d'objectifs, une feuille de route qu'on continue à suivre et notamment la sobriété énergétique, ça nourrit aussi tous ces objectifs autour de notre exemplarité. Merci beaucoup. Je pense que là, on va devoir clôturer la conférence. Merci beaucoup à tous, du coup, pour vos interventions et vos témoignages. C'était Désolée. C'est hyper intéressant de voir une pluralité de métiers. Nous, ça nous aide beaucoup, les étudiants en quatrième année de MRE, en tout cas, parce que on a un moment un peu décisif pour choisir notre parcours. Et donc, c'était hyper intéressant. Même pour les premières et deuxièmes années pendant mon stage, j'espère que
vous avez un peu éclairé. Et pour les autres personnes aussi. Voilà. Merci à vous d'être venu aussi participer à la conférence. Et- Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. C'est hyper intéressant. Laura, j'ai une question pour toi.